Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit bonne année 2021. Nous commençons directement l'année avec Justine Poyo Kasavubu, présidente de la diaspora congolaise. Justine que vous aimez tant. Avec elle, on va essayer de parler République démocratique du Congo, car vous avez été très nombreux à demander, à écrire, pourquoi pas. Justine parle tous les jours, chaque jour. Mais elle a déjà beaucoup parlé, il y a beaucoup de vidéos. Si vous tapez juste Justine, vous allez avoir, selon votre sauce. Bonjour, je suis pour ça. Bonjour, Pasteur Bobo, bonjour à tous nos amis qui nous regardent. Comment vous portez? Écoutez, ça va, l'année commence évidemment sur les chapeaux de roue, puisque, comme vous le savez, l'actualité est vraiment dans une déferlante sans précédent. Et donc, c'est une année des 60 ans de la République démocratique du Congo, depuis que nous avons accédé à la souveraineté internationale. Donc c'est une année qui s'annonce très très riche en rebondissements, puisqu'aujourd'hui, plus que jamais, vous l'avez constaté vous-même, le peuple est debout. Et nous sommes évidemment résolus à conduire ce peuple vers des promesses d'espérance et de renouveau. Le peuple est debout, tout ce qui se passe, chaque jour il y a des choses qui se passent, mais il n'y a pas vraiment de nouveauté par rapport à vous. Parce que quand quelque chose se passe, on dit, ah, Justine en avait parlé, on pourra même nommer les vidéos 001, 002, 003. Chaque jour, tout ce qui se passe, les événements qui se passent, c'est comme si vous étiez à l'avance, je suis pour ça. Mais écoutez, vous savez, dans la lutte politique, une des exigences, c'est d'être visionnaire et d'avoir aussi un programme pour savoir conduire le peuple. Donc c'est tout à fait logique que l'on puisse réagir ainsi, puisque effectivement nous avons toujours placé l'intérêt supérieur du Congo, mais dans une perspective. Que deviendra le Congo dans 5, 10, 15, 20 ans? Et qu'est-ce que nous voulons surtout pour nos enfants? Quelle est vraiment la quintessence du progrès et du redressement que nous voulons pour notre pays. Donc il est tout à fait normal qu'on puisse nous citer ainsi, car ayant été élevés évidemment dans la politique, nous en connaissons quand même les contours. Bientôt, le Congo va fêter ses 60 ans, je crois que ça sera avec Fast, car l'année passée, ça n'a pas été le cas. Le président Félix avait postposé cela en attendant que ça fasse 6-0. Avant c'était 5-9, ça serait vraiment grand. Je vois ici un livre de Luc Béer, Congo 60 ans après, le livre posthume. Vous connaissez bien Luc Béer? Oui, je l'ai connu d'abord en tant que journaliste vedette de la RTBF, et puis ensuite en tant que député européen, puis en tant qu'africaniste parce qu'il s'est intéressé à l'Afrique, et enfin en tant qu'homme, parce que c'était une personnalité très attachante, une personnalité vraiment éclectique, et une personnalité qui avait beaucoup de respect pour l'histoire du Congo. Et j'aurais bien voulu que tous ceux qui ont fait de la politique en Belgique puissent suivre son exemple, parce que vraiment voilà quelqu'un qui était un humaniste que j'ai rencontré aussi, pas simplement en Belgique, mais également dans le feu de l'action en République démocratique du Congo, en pleine campagne électorale. Il était observateur à l'époque. Et c'est vraiment quelqu'un qui avait le souci de la méticulosité, et puis le souci aussi de comprendre vraiment l'âme des Congolais, et surtout de comprendre les drames dont nous ne cessions évidemment de dénoncer tous les travers et tous les excès. À la page 43, on voit ici la fille du président. Donc, je ne sais pas si je peux lire rapidement. Nous continuerons cette galerie de portraits par quelques personnages africains qui ont joué un rôle important dans l'histoire du Congo belge et de la décolonisation. À commencer par la très grande amie de Luc, Justine Kasavubu. Son père, Joseph Kasavubu, fut sans doute l'un des premiers militants indépendantistes, même s'il eut préféré l'indépendance de sa province de Bas-Congo à celle du pays tout entier, en compétition ardente, puis compétition forcée avec Patrice Lumumba. Il en fut le premier président
Luc et Justine s'étaient rencontrés à de nombreuses reprises en Belgique, mais aussi lors des élections présidentielles de 2006. Bon, je peux terminer ici. À titre posthume, Luc n'est plus là, son livre sort et vous avez une page pour vous. Mais écoutez, il avait quand même commencé son travail, il l'avait bien avancé et c'est son épouse Françoise qui a terminé le livre. Et donc c'est vraiment la marque de Luc Beyer, c'est en tous les cas la conscience de Luc Beyer et c'est certainement aussi la volonté qu'il a voulu imprimer parce qu'il était attaché au Congo. Il voulait absolument que son expérience dans notre pays puisse laisser une trace. Évidemment, s'il était encore en vie, il aurait sans doute apporté d'autres éléments, mais je me félicite vraiment que son épouse ait pu apporter cette finalité, de sorte que nous puissions aujourd'hui nous souvenir qu'il fut vraiment d'abord un brillant journaliste, mais surtout un homme curieux de tout et un homme qui respectait le Congo, ce que nous avons souvent déploré ces dernières années, parce que nous avons eu quand même le sentiment que ce n'était pas toujours au bénéfice des Congolais ce qui se passait entre la Belgique et le Congo. Mais je me félicite quand même que les éditions Mols, puisque c'est de cette maison qu'il s'agit, aient pu achever quand même ce travail. C'est d'abord le Congo qui est gagnant dans ce travail. Chaque fois qu'on peut parler du Congo, eh bien c'est le peuple congolais qui en sort gagnant. Et en descendant, il vous reconnaît comme présidente de la diaspora congolaise. Il reconnaît votre combat comme dirigeante de la diaspora à Bruxelles. Comment réussissez-vous? Et directement, je pose la question, où en sommes-nous avec votre gouvernement, avec la diaspora que Luc Beyer reconnaît dans son livre? Bon, vous savez que une personnalité aussi, je dirais, aussi intellectuelle que Luc Beyer, qui reconnaît nos qualités, mais c'est d'abord la qualité du travail que nous fournissons. Parce que vous savez, il ne faut pas vous imaginer qu'être présidente de la diaspora, occuper une fonction, c'est tout simplement venir devant vos micros. Non, il y a un travail diplomatique qui se fait, il y a aussi des démarches, des projets qui sont mis en chantier, parce qu'on a une vision, nous autres, et probablement aussi que c'est pour ça que j'avais été élue. Alors, c'est une reconnaissance d'abord de tout le travail diplomatique, parce que ce que nos compatriotes souvent ignorent, c'est que chaque fois qu'il y a des avancées, même si elles sont minimes, mais chaque fois qu'il y a des avancées, c'est souvent le fruit du travail en coulisses que les uns ou les autres nous faisons dans nos démarches diplomatiques. Donc je crois que c'est d'abord la reconnaissance de notre travail, mais c'est aussi une exhortation pour que les Congolais se rendent bien compte que nous ne pouvons pas libérer ce pays seul et que nous devons être soutenus encore beaucoup plus largement pour que les efforts que nous fournissons puissent apporter réellement leurs fruits. Et je crois qu'aujourd'hui, le Congo, qui est dans une trajectoire difficile, dans une circonstance qui est absolument tragique, doit pouvoir aujourd'hui se redresser parce qu'il y a encore des hommes et des femmes intègres et je crois que je fais partie de ceux-là. Ambongo, le cardinal Ambongo tape sur la table balkanisation. On voit aussi Félix qui déclare que tant qu'il sera président, il n'y aura pas de balkanisation. Juste pour que ça vous avez sillonné le monde dans beaucoup de télévisions, même internationales, vous déclarez la balkanisation. Aujourd'hui, comment réagissez-vous sur la table de la diplomatie, c'est la balkanisation? Mais vous savez, je crois que le cardinal Ambongo fait le constat que nous avons, nous, comme politiques, fait déjà depuis plusieurs années. Figurez-vous quand même que cela fait 20 ans aujourd'hui que nous sommes sous occupation rwandaise. Et donc, nous, pratiquement, ça fait autant d'années que nous dénonçons cette occupation et que nous disons que l'exploitation dont nous sommes abusivement victimes de la part du Rwanda n'est pas simplement le fruit du Rwanda, qui est un petit pays, mais cela veut dire que derrière le Rwanda, il y a des sponsors qui ont encouragé cet état de fait. Alors, lorsque le cardinal dénonce et qu'il se rend compte que nous sommes en voie, ou en tous les cas qu'il y a des tentatives pour amener le Congo à la balkanisation, je vous dirais d'abord que ce n'est pas la première fois que nous assistons à ce genre de tentatives. Alors, qui en est l'instrument aujourd'hui? Qui en est la main armée? Évidemment, c'est le Rwanda. Alors,
on doit quand même s'interroger pourquoi est-ce qu'il y a cette insistance et cette persistance pour continuer à vouloir dépecer notre pays. Bon, moi j'observe d'abord que l'arrogance de M. Paul Kagame, puisque c'est lui le chef orchestre de tout cela, son arrogance doit nous interpeller. Parce que comment expliquer qu'un pays qui ne dispose d'aucune matière première puisse continuer à liquider les matières premières à travers les réseaux internationaux, à travers des multinationales, sans que la communauté internationale ne s'en inquiète? Nous avons les forces de l'ONU, la MONUSCO sur place, et on se pose la question de savoir à quoi servent ces forces-là, puisque Kagame passe outre de tout cela. Mais je crois aussi que le moment aujourd'hui est venu pour dire que là où M. Kagame, pendant toutes ces années, a considéré le Congo comme une cour de récréation dont il pouvait user et abuser, parce que la propagande qu'il a distillée au sein de la communauté internationale, c'était de dire qu'après Mobutu, c'est lui le gendarme de l'Afrique centrale, que les Congolais ne valent rien, ils ne connaissent même pas la valeur de leur pays, mais que lui pourra régenter tout ce monde-là. Et par conséquent, il avait imposé Kabila Kanambe à la tête de notre pays. Donc, à partir du moment où Kagame s'est arrogé ce droit unilatéral et vexatoire de prétendre que c'est lui le gendarme de l'Afrique centrale, mais moi je vous ferai observer que il y a d'abord une soif de vengeance dans le chef de M. Kagame et une soif de revanche. Parce que c'est quand même un homme qui a grandi dans les camps de réfugiés, qui avait des montagnes de préoccupations à reprocher à la communauté internationale qui avait soutenu le régime rwandais Hutu, dont lui dénonce justement les méfaits parce que les Hutus seraient tous, selon Kagame, auteurs du génocide contre les Tutsis, en oubliant que c'est lui-même Kagame qui avait déclenché les hostilités. Parce que jusqu'ici, et sauf preuve du contraire, il s'avère de plus en plus, et les rapports mapping nous font état de beaucoup de ces éléments, que c'est Kagame lui-même, pour arriver au pouvoir, il fallait qu'il déclenche un conflit, qu'il déclenche les massacres, de manière à ce qu'il puisse maintenant distiller sa propagande d'abord en défaveur des Congolais, pour que lui prenne le pouvoir. Alors, il occupe notre pays. Bien sûr qu'il est aidé, parce que, je l'ai toujours dit, dans la communauté internationale, il y a aussi des brebis galeuses. Je suis désolé de le dire. Nous ne sommes pas ici pour dénoncer les systèmes de ces pays, mais nous sommes là pour dénoncer une philosophie politique qui veut toujours asservir le peuple congolais, et ça, je pense que c'est assez. Alors, un Kagame qui a considéré le territoire congolais comme une cour où il pouvait s'amuser, eh bien moi je dis que la récréation est terminée. Parce que j'aimerais quand même que, en cette année des 60 ans de notre indépendance nationale, je suis quand même parmi les dépositaires de la légitimité historique de la République démocratique du Congo. Et je viens ici pour dire très clairement que, M. Kagame, votre temps est terminé. La récréation est terminée. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsque d'aucuns élèvent la voix pour dire au nom du peuple congolais que nous devons faire la guerre au Rwanda, moi je vais encore plus loin. Je dis que le gouvernail du sous-marin dans lequel nous sommes embarqués met cap sur Kigali. Parce que nous devons mettre fin à cela. La communauté internationale semble être sourde par rapport à tout cela. Eh bien je crois que cette surdité doit aussi aujourd'hui prendre fin. Et plus nous serons déterminés, plus nous serons engagés, et mieux la communauté internationale nous entendra. Parce que moi, je le dis encore une fois, nous sommes dans un pays dont l'interdépendance avec la communauté internationale est de mise. Nous n'ignorons pas que le Congo ne peut pas évoluer seul. Mais nous pensons que restaurer la crédibilité du Congo et restaurer la stabilité du Congo, c'est aussi restaurer les gages de sécurité pour le monde libre. Et j'aimerais bien qu'on se le rappelle. Parce que quand Kagame remet en cause nos frontières et qu'il veut maintenant aller à la balkanisation, mais alors à ce moment-là, moi je dis c'est très simple. Ça voudra dire qu'il remet en cause les frontières héritées de la conférence de Berlin. Mais ça voudra dire aussi que nous devrons maintenant demander aussi à la Belgique qu'on règle les comptes. Parce que jusqu'ici, Kagame se sent encouragé par tous ces pays de l'Union européenne. Alors, il faut quand même que le peuple congolais sorte, je dirais,
réhabilité de tout cela. Il faut que le peuple congolais soit dédommagé de tout cela. Et je crois qu'une des voies du dédommagement, si Kagame s'entête, mais ce sera aussi le règlement du contentieux belgo-congolais. Parce que je ne vois pas comment Kagame peut se narguer vraiment à massacrer le peuple congolais, à perpétrer des massacres, à les orchestrer, à les organiser, à les diligenter, sans que l'ancien colonisateur aussi nous aide. Alors, ou bien il y a des complicités inavouées, ou alors il n'y en a pas. Et à ce moment-là, je crois que cette année des 60 ans sera aussi un grand test par rapport à nos alliés traditionnels. Nous allons voir ceux qui sont pour le peuple congolais et ceux qui ne le sont pas. Mais je dis encore une fois, M. Kagame, la récréation est terminée. C'est une Congolaise qui parle ici. C'est une dame qui a la légitimité historique pour la République démocratique qui le dit ici. Et je veux encore qu'on sache très fort, et c'est encore une maman congolaise qui le dit. C'est-à-dire celle qui représente toutes celles que Kagame a voulu qu'on massacre parce que pour lui, il fallait dépeupler le Congo, parce qu'il fallait maintenant induire dans la sociologie congolaise des éléments rwandais. Et bien tout ça c'est terminé. Et j'aimerais bien qu'on sache que on n'a peut-être pas des armes, mais nous avons la même détermination, c'est non plus que celle que nos parents avaient lorsqu'ils sont venus ici en 1960. Et c'est pratiquement jour pour jour. Alors que Kagame nous dise, ou bien nos parents sont venus ici en 1960, fouler le sol belge que nous foulons nous-mêmes aujourd'hui pour arracher l'indépendance, ou bien ils ne sont pas venus. Mais s'ils sont venus, alors laissez-moi vous dire que 1960, aujourd'hui, c'est aussi 2020, c'est-à-dire c'est 60 ans, c'est l'éveil de nos ancêtres, mais c'est aussi l'éveil du souvenir de leur lutte, et c'est surtout cette prise en compte que nous allons aujourd'hui brandir pour aller de l'avant. Et je crois que M. Kagame doit lire aussi les signes des temps. Eh bien, il y a un temps pour tout. Qu'il aille maintenant vérifier chez l'ecclésiaste si ce que moi je dis est vrai ou faux. Aujourd'hui, c'est dimanche, je vais apprendre que l'armée iranienne a encore bombardé deux bases américaines en Irak avec 4 roquettes. Vous dites que nous on n'a pas d'armes ou d'armes. Comment on peut faire? On peut vous poser la question, comment on peut faire la guerre avec le Rwanda sans armes? Et qu'est-ce qui empêcherait notre pays à se doter des armements? L'Amérique recule en Iran, car l'Iran a aussi des armes. Je pense qu'ici, vous posez un problème de géopolitique. Nous aurons une autre occasion peut-être pour développer tout cela. Parce que vous savez, vous introduisez le dossier de l'Iran. Je crois que c'est un... Non, juste, pour dire que l'Iran riposte, l'Iran ose riposter parce qu'ils ont des armes. Nous, le Congo, on va continuer à pleurnicher. J'ai écouté leur ministre, maintenant c'est leur ministre, vice-ministre des Affaires étrangères qui répond. Il a répondu à Mbongo. À Mbongo, il dit à Mbongo... le ministre félicite le FARDC car le FARDC font un bon boulot. Aujourd'hui, il y a le rapatriement des Rwandais. Selon lui, de ça, il organise encore à attaquer vous tous les disciples de la balkanisation. Il dit que c'est les FARDC qui font un bon boulot, qui ramènent les Rwandais ou les réfugiés au Congo. Il a minimisé Mouzito. Il dit que Mouzito avait la tête. Il a connaît un peu Kofi Olomide. Maintenant, le Rwanda répond. Quand vous parlez de la balkanisation, ils ont leur ministre qui répond directement aux autorités congolaises. Oui, mais vous savez, moi je ne vais pas tomber dans le piège de la diversion. Hein. Nous savons très bien que depuis plus de 20 ans, M. Kagame a construit une politique basée sur le mensonge. Et laissez-moi vous dire ici que ce n'est même pas un jeu qu'il livre contre le peuple congolais, ici, hein, dans cette évocation que vous venez de mentionner. Je crois qu'il est en train plutôt de se mesurer à la communauté internationale. Parce que figurez-vous qu'au début de son avènement, qu'est-ce que Kagame voulait? Il voulait d'abord devenir un homme fort. Il a la pathologie de ceux qui ont souffert dans des camps de réfugiés, mais de manière tout à fait anachronique et de manière tout à fait irrationnelle. Et donc il avait une soif de vengeance. Et n'oubliez pas que
C'est une vengeance aussi qui a été alimentée par tous les reproches que Kagame faisait à la communauté internationale, dont la République française. Et donc il avait soif de se venger. Et la seule façon de se venger, c'était de se mesurer à tous ces pays de la communauté internationale et de démontrer que lui pouvait aussi les dompter. Parce que finalement, ici, nous sommes devant une épreuve de force. Et laissez-moi vous dire que vous parlez de l'Iran, mais ici, dans ce que Kagame fait, c'est en réalité un bras de fer qu'il livre pour mesurer s'il est toujours aussi fort, s'il est toujours aussi dominant, s'il peut toujours aussi dompter tous ces pays, s'il peut aussi toujours les corrompre avec les ressources de matières premières qu'il pille chez nous. Donc, il devait d'abord s'affranchir de la haine et de la vengeance, parce que l'opération turquoise a justifié le génocide, mais toujours en se disculpant que ce n'est pas lui, alors que il a aussi abattu l'avion, il avait en tout cas intérêt à le faire dans sa philosophie à lui. Et donc moi je pense que ici, M. Kagame est plutôt en train de démontrer au peuple congolais que, voilà, vous faites toujours appel à la communauté internationale. Mais c'est moi qui domine la communauté internationale. Ce sont des hommes faillibles comme nous tous. Et c'est moi qui les domine. J'ai mes agents un peu partout dans le monde. J'ai infiltré aussi l'Union européenne. Moi, Kagame, je suis l'omnipuissant. Je suis plus que Hitler. Donc, vous croyez que ce que Kagame fait, c'est simplement pour la galerie? Non. Je pense que là, il est en train, évidemment, maintenant de pécher par excès, puisque, comme tout enfant gâté, lorsqu'on laisse aller les choses, eh bien, il arrive un moment où l'enfant gâté prend le dessus sur ceux qui l'ont encouragé dans cette voie. Et ici, moi, je crois savoir, par le dernier voyage que j'ai effectué aux États-Unis, où il y a des Rwandais repentis qui ont parlé et qui nous ont quand même dit que il y a dans le chef de M. Kagame un souci majeur, c'est de maintenir une domination sur les pays européens de manière à ce qu'ils puissent rester éternellement au pouvoir. Donc, à la limite, cette épreuve de force, en fait, il est en train de jauger pour voir qui peut encore lui résister, qui oserait dire quelque chose, qui peut venir au secours du peuple congolais. Ah mais oui, le cardinal Ambongo a parlé. Oui, mais le cardinal Ambongo, c'est le Vatican, quelque part. Et donc, l'Union européenne, oui, mais c'est moi qui dompte. C'est moi qui tiens les hommes politiques du Parlement européen. Donc, en fait, aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Parce que M. Kagame a profité de certaines faiblesses au sein de la communauté internationale. Et aujourd'hui, il croit pouvoir encore continuer. Mais moi, je suis ici aussi pour dire que Mobutu aussi a eu à un moment donné des velléités de croire que son pouvoir était pérenne. Mais nous avons bien vu, je le répète encore une fois, l'Ecclésiaste ici vient encore à notre secours pour souligner qu'il y a un temps pour tout. Et je crois que c'est la pédagogie désormais que M. Kagame doit intégrer. C'est-à-dire que son temps est terminé. Parce que 20 ans, occuper un pays comme le Congo, qui ne lui a rien fait, nous n'avons provoqué de guerre contre personne, et encore moins contre ce petit pays. Alors, de quelle force, de quelle arrogance, de quel cynisme se nourrit M. Kagame pour continuer à croire qu'il peut perpétuer le jeu qu'il a livré jusqu'ici? Vous prenez le pouvoir aujourd'hui, quelle solution allez-vous apporter par rapport à l'Est du Congo? Mais alors écoutez, d'abord le Congo... Notre armée, l'Est du Congo, l'armée... Évidemment que... voyez-vous les choses, vous à la magistrature suprême? Écoutez, évidemment que l'armée nationale devra être restructurée. Là, je ne livre aucun secret. Nous pensons bien qu'un pays qui doit assurer la sécurité de l'Afrique, parce que ce qui se fait au Congo, eh bien, a des répercussions dans le reste du continent africain. Et donc, nous aurons à cœur d'abord de restaurer la sécurité pour le Congo, parce que cette sécurité conditionnera aussi la sécurité internationale. Alors, je pense aussi que nous devons prendre conscience que le Congo ne se développera pas seul, mais nous aurons un plan décennal, mais nous aurons aussi un plan à plus long terme, pour voir dans quelle mesure nous pouvons maintenant conjuguer nos efforts pour que les partenaires traditionnels du Congo soient eux aussi maintenant édifiés que désormais il ne sert plus à rien de repérer ou de répéter les politiques du passé, c'est-à-dire où on a des régimes d'hommes forts
Alors qu'il faut aujourd'hui, face aux menaces du monde, eh bien, il faut plutôt des institutions fortes. Alors, je dis aussi que l'enjeu climatique, ça nous concerne au premier chef. Regardez comment nos forêts ont été totalement malmenées, tout simplement parce que la population n'a pas été édifiée. Et donc, tous ces enjeux du monde d'aujourd'hui nous concernent au premier chef parce que là, encore une fois, le Congo est vraiment à l'avant-garde de la disponibilité des ressources dans toutes ces matières-là. L'écologie, donc, nous intéresse, ce sera aussi une priorité, mais je vous dis d'abord la sécurité, parce que de là découlera évidemment toutes les garanties dont notre peuple a besoin en matière d'éducation, en matière de soins de santé, en matière aussi de progrès pour le transport, pour les routes et évidemment tous les autres domaines, l'agriculture notamment, parce que nous sommes capables de nourrir non seulement le Congo, mais de nourrir le monde entier. Le 30 juin, c'est 60 ans du Congo. Comment voyez-vous les choses? Je suis pas resté. J'arrive encore là-bas parce que la classe politique va toujours continuer à pleurnicher, à pleurer 30 ans, 60 ans pour un pays. C'est beaucoup. Mais non, la classe politique ne va pas pleurer. Non, non. De quelle classe politique parlez-vous? De celle qu'on voit aujourd'hui aller dans des mariages bidons où on gaspille les deniers de l'État parce qu'il faut marier la fille d'un cannabiste ou parce qu'il faut aller encourager un partisan de Kagame. Aujourd'hui, nous n'avons pas cette classe politique que vous voyez là, n'est pas une classe politique au sens noble du terme. C'est plutôt un ramassis d'hommes et de femmes qui s'amusent. Parce que pour eux, les données de l'État et les institutions sont devenues un lieu commun où on peut se livrer à tous les excès et où, ma foi, il n'y a plus de valeur et où le plus fort, évidemment, règne et où la dictature perdure. Donc, cette classe politique-là, je crois que ce n'est pas d'elle qu'il s'agit. Je crois qu'aujourd'hui, les ressources en matière politique se trouvent au sein de la diaspora. Et je vous le dis encore une fois, vous me posez la question tout à l'heure, nous avons l'intention maintenant, et c'est en cours, nous allons mettre une nouvelle équipe qui sera totalement différente de celle qui avait eu à travailler avec nous jusqu'ici. Pourquoi? Parce que tout simplement les enjeux évoluent. Et que donc, avec la vision que nous avons, il faut une nouvelle équipe qui puisse prendre en main effectivement tous les intérêts de la diaspora, non pas en termes isolés, mais par rapport aux synergies qui pourront arriver à terme. Mais cela ne veut pas dire que nous prenons ici la collaboration avec les occupants. Il ne s'agit pas de collaborer avec les occupants. Il s'agit justement d'encourager toutes les stratégies qui vont aller dans le sens de mettre hors d'état de nuire ceux qui sont au pouvoir à Kinshasa aujourd'hui. Parce que le constat est là. Le peuple souffre. Regardez ce qui s'est passé à Beni, à Butembo, pour parler des cas les plus criants. Mais regardez aussi ce qui se passe à l'ouest de notre pays. Et regardez le volontarisme du peuple congolais au sein de la diaspora pour en découdre avec ceux qui ont trompé le peuple congolais, ceux qui ont trahi le peuple congolais. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de payer les fruits de la trahison. Et je crois qu'aujourd'hui, les Congolais ne doivent plus avoir honte pour ceux qui se sont engagés à soutenir un tel ou un tel, qu'il n'y a pas d'issue au sein d'une classe politique qui passe son temps dans les amusements et dans les festivités et dans les détournements des deniers publics et dans l'achat des vaches alors que notre agriculture souffre. Non. Aujourd'hui, le recours pour la République démocratique du Congo se trouve en diaspora. Pour terminer, on aura le temps de conclure cette année, on aura beaucoup d'interventions, vous aurez beaucoup d'interventions comme vous l'avez promis, mais on peut atterrir sur l'université de Kinshasa, une fermeture qui ne dit pas son nom. Ils ont été chassés, on déclare qu'on ne va pas fermer, mais on ne donne pas des dates d'ouverture de l'école, de l'université. Vous voyez les choses, un policier tué, des étudiants blessés, le président qui visite, qui aide les policiers. Je sais pas où ça va. Mais je pense qu'ici, il s'agit d'un acte criminel, c'est-à-dire pousser une institution telle qu'une université à fermer ses portes.
qu'il y ait des manipulations ou qu'il y ait des complots ou qu'il y ait des complicités, mais le fait que l'université ferme en cette période cruciale où on est en plein milieu d'année académique, c'est un acte criminel à mon avis. Parce que là, encore une fois, ça vous montre la légèreté avec laquelle cette soi-disant classe politique est en train de plonger. Hein. Pourquoi frapper l'université? Pourquoi cibler l'université? Pourquoi martyriser nos étudiants? Mais c'est quand même la source de la relève pour l'avenir de notre pays. Donc ça vous montre bien que tous ceux qui sont au pays aujourd'hui, à part quelques exceptions, je pense, ne sont pas conscients qu'ils ont à gérer un pays. Et surtout, ça montre aussi qu'ils ne sont pas des gouvernants, mais qu'ils sont plutôt des esclaves au service justement du pouvoir d'occupation. Un policier tué comme ça. Mais un policier est tué, mais vous savez quand même comme moi que parfois, pour donner l'impression qu'on est crédible, on sacrifie. Vous savez bien que même dans les règles des renseignements, il arrive qu'on puisse sacrifier un frère tout simplement parce que ce qu'on a à gagner derrière cela en termes de propagande est beaucoup plus important. Et donc, c'est toujours regrettable, évidemment, de perdre une vie humaine. Mais sachez aussi que ça entre dans un jeu de rapport de force dont tous les dictateurs usent et abusent. Et c'est pour ça que nous voulons le changement. Si vous étiez à la place de Félix Tshisekedi, d'un côté les étudiants blessés, de l'autre côté les policiers blessés, qui allez-vous visiter en premier? Mais non, écoutez, d'abord, je ne m'enorgueillerai pas de vouloir être à sa place, parce que pour être à la place de Félix, il faudrait d'abord que nous nous trouvions dans une configuration qui fut la sienne, mais c'est-à-dire un papa qui est mourant, mais dont on espère encore qu'il peut faire quelque chose pour le pays, et un papa qui a lutté pour le pays et qui tout d'un coup se trouve démuni et qui donne des mots d'ordre qui ne sont pas suivis ou qui sont contestés, et puis un papa finalement dont le dossier médical est trahi, et puis un papa qui meurt, un papa qui reste en suspens dans son cercueil sans être enterré, et dont on manipule l'échéance de l'enterrement, dont on ne sait même pas s'il sera enterré au pays ou s'il doit maintenant supporter la terre froide de la Belgique. Donc les circonstances d'un papa qui devait être enterré au pays et qui finalement ne sera pas enterré, doit rester 2 ans à attendre, traverser les saisons dans son cercueil ici en Belgique pendant que le dictateur n'en veut pas, parce que si on accepte que le cortège funèbre retourne au Congo, ça voudra dire qu'il y aura un soulèvement populaire. Donc on a négocié la mort de ce papa, donc de M. Etienne Tshisekedi, pour éviter un soulèvement populaire. Et donc arriver au pouvoir, négocier avec celui qui fait cela, moi je ne peux pas le faire. Hein? Nous venons de parler ici de la légitimité historique dont nous sommes absolument dépositaires. Et donc, par rapport à ça, moi, je ne peux pas chercher à raisonner en termes si j'étais à sa place. Non. La seule chose que je peux lui recommander, c'est de démissionner, parce que il sera difficile d'éviter que la postérité ne puisse considérer que M. Etienne Tshisekedi n'a pas été trahi. Je crois que plus les jours passent, plus nous sommes enclins à alimenter notre analyse en considérant que M. Etienne Tshisekedi a été trahi, et je dirais même que d'aucuns ont franchi le Rubicon pour dire qu'il s'agit d'un parricide politique. Alors, ces circonstances-là, ce n'est certainement pas une bénédiction pour notre pays. Et je peux aussi vous dire qu'en cette année des 60 ans, je vous ai dit tout à l'heure que l'esprit de nos ancêtres se lève, et c'est certainement pas l'esprit de nos ancêtres qui ont trahi. Non, c'est l'esprit des vaillants nationalistes qui ont amené notre pays à l'indépendance, mais c'est aussi le souffle libérateur spirituel de notre peuple congolais, dont M. Simon Kumbangu en fut un exemple. Merci beaucoup. Tout ce que je veux dire là, Kabila na casquette politique, bien qu'il y ait la casquette de la diaspora, il y a la diaspora, on appelle des fois au-delà politique. De 2020, on a restructuré, on a remanié le gouvernement pour arranger la SICA, on a monté un peu de Félix, c'est depuis Kabila, je peux échanger, on a restructuré. Est-ce qu'on a une étoffe, il y a comme diaspora, tout on a l'étoffe politique. Parce qu'en face, on a courant. Sur l'étoffe politique, courant.
bakoma mosusu ekozala difficile baapproche soki ozala na image politique aza mokonzi ya diaspora oui mais na dossier moto okende te mpo aza la position politique question ezonga toujours ekozala comment je sais plus okasa bobo présidente ya diaspora oza femme politique oui diaspora tout aza politique te comment oreconcilier baposition politique na babesoin réel ya bana ya diaspora côté besoin tozala ndenge moko ozala motu ya nord sud ouest ozala motu ya parti oyo tozala bato moko entité na biso ya diaspora yo oza mokonzi na biso koma okosala à part politique nde ekabolaka biso politique ekabolaka biso mais à part politique tozala biso na bato moko na mabili yo oza soko likolo na biso nyonso na biso maloba tosokisa mais justement ezali compétence moko intégrale ezali compétence moko parcellaire te ezali compétence moko eza kotala bomoto na biso bacongolais na bomoko na yango nyonso na mobimba na yango nyonso elingi nini elingi koloba badroit na biso bongo sikoyo yebisanga nano baoyo touti kotanga wa classe politique oyo pseudo classe politique oyo eza na Kinshasa mpo na nini bayaka ntango nyonso to na diaspora mpo na kopompe biso awa bakoyawa baganye soit disant bamusu baganyaki soki na baprovincial bamususu okoyoka bango soki na députation nationale bamususu na baélection ya ndenge na ndenge mais ntango nyonso tu baza koyawa mpona kopompe bato ya diaspora elingi koloba nini mais ça veut dire que diaspora nde moto azali mpenza argument monene kote mais dimension politique ezali te makambo ya au-delà eza te tokokamata intégralité ya bapréoccupation ya peuple congolais kuna na Congo soki gouvernement ya solo etelemi ekotala nini ekotala kaka makambo oyo etali bacoopération to oyo etali bafrontière na biso ya kobatela mais ekotala mpe bomoko ya biso moye ya biso bacongolais ekotala mpe mosala tokopesa bana na biso misala ndenge nini tokotinda bana na biso na kelasi ndenge nini tokoevite ndenge nini bauniversité na biso babebisaka yango ndenge toza komona lelo nyonso tu wana ezali souveraineté nationale ezali lokola garde-robe esika biloko nyonso tu eza na kati yo nde okoyeba mokolo oyo nakobimisa elamba boye mpo naza kokende kosala mosala boye to nakolata sapatu boye mpo lelo epai nakokende koniata makambo mosusu eza kozela ngai kuna donc tokoki kosepare te nazali femme politique qualité ya liboso yango wana mpe baponaki ngai pamba te ye communauté internationale atalaka leadership akoloba te oyo no bokamataka n'importe qui tomoni ntango basalaki batentative ya kokabola mboka na biso bamemela biso ba 1+4 basalaki ndenge nini mpona koneutralize équipe ya liboso ya mzee Kabila epuis na baoyo nyonso balandaki na nsima oyo société civile azalaki acteur politique bakomisaki acteur politique mpona nini parce que politique nde moto ememaka quand même makambo nyonso yebisanga na société civile akomaki kojouer rôle politique bamosusu kutu bazalaki na baassociation na bango bapaysana na bango ntango baye kokota na jeu politique batiki baassociation na bango baye kokoma bahomme politique donc nakanisi problème wana ezali vraiment hors sujet parce que ntango nga naza komona même oyo moko oyo baganyaki baélection to oyo bakendaki baélection oyo biso toboyaki mais baza koya tout le temps awa mpona bayamba bango mpo balakisa keno baya na popularité donc popularité oyo eza na Congo ekoki su te il faut ka bayaka wana diaspora donc yango na biso tokoconscientiser mpe diaspora parce que diaspora il faut akoka kozala mpe na leadership na ye mpona towuti koloba makambo rapport de force esika ya kotala pouvoir ezokende mpenza kote nini soki rapport de force ezali te soki leadership ya makasi ezali te ebe baoyo bauti Congo bakobanda toujours koyawa mpo badendelaka biso awa population mpe akendeke yango wana basalaki nyonso mpona kodestabilize opposition omoni mpona kodestabilize diaspora mpona kodestabilize mpenza communauté congolaise wana tokoki kondima yango lisusu te donc mosala ya liboso mpenza ya motu oyo tokosala ezali mpenza koconscientize bandeko na biso diaspora eza diaspora toza na droit ya kovote te ntina moi ya lelo mais tala kaka ndenge diaspora yango ye moko babosani ke baza na leadership na bango bakomi kolandalanda bato oyo bapimelaki bango droit ya vote donc omoni ke esika wana tozali na mwa restitution ya légitimité ya badémarche na préséance ya badémarche politique ya kozongisa na nzela yango nanga mpe naza kobelela awa mosala oyo biso toza kosala oyo mpenza na memi
eza kolongolanga casquette ya politique te, eza kolongolanga casquette ya social te, eza kolongolanga casquette ya mère de famille te, nyonso wana elongo. Mais na organisation oyo tokotia nde place tokoyeba oyo tokoconfier mission boye po toza kolinga komema likambo boye tina niveau tel. Donc ngai nakanisi plus que jamais diaspora il faut yeba que akoki ko se confondre te na bato Kinshasa. Il faut ça la vis-à-vis na bato Kinshasa pote ba revendication oya biso ba congolais. Na ndenge toza omona réalité mboka na biso à partir ya libanda toko kapé ko intégrer ngo na donne nationale. Nde sika wana ko mona ke coopération à terme ko ya kozala penza ya malonga entre ba mboka oyo ba yambi biso na biso poto ozonga na mboka na biso. Merci beaucoup Zalaki, Justine pour que ça vous bolandi boyokie ndето monani prochainement à Nero, en tout cas à Rosala Bilon, qui gouvernement Yassika et Bima restructuré par rapport à Banjeu Yassika et Ambour la Congo, ndето monani. Nako bengango d'ailleurs équipe de choc, hein? Gouvernement, tolingi souté ba confondre biso na bata Kinshasa parce que na Kinshasa bazol bo gouvernement, mais tout le monde qui est gouvernement il y a traîtrise. Donc biso tolingi souté ba confondre biso. Donc tozala équipe de choc. Ba conseiller ba kozala ebele mais ba kozala pe na ba fonction oyo ya kilo. Merci, à la prochaine.